Commencer par le commencement déjà, la colopathie fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, en quelques mots simples. Alors, la colopathie fonctionnelle, c'est une affection fréquente qui va se manifester par des syndromes digestifs chroniques, c'est-à-dire le mal de ventre, le gonflement, le ballonnement, avec des épisodes de constipation, de diarrhée, sans que l'intestin présente des lésions visibles. On voit là hein, l'intestin grêle, etc. Voilà. Je ne suis pas médecin, donc, mais ça peut être aussi bien sur l'intestin grêle comme sur le gros côlon. D'accord. Alors, la première chose qu'il faut faire pour être sûr qu'on souffre de colopathie fonctionnelle, la première chose, c'est qu'on pose un diagnostic. Donc, on va voir son médecin traitant. Vous avez un médecin juste à côté de vous qui est accessoirement l'ergologue, mais c'est au départ un médecin. Hein. Donc voilà, donc on va voir un médecin. Okay. On va voir le médecin traitant déjà dans un premier temps pour voir s'il n'y a pas autre pathologie que la colopathie fonctionnelle. Même dans certains cas, on peut consulter un gastro-entérologue parce qu'il y a des maladies qui existent au niveau de l'intestin comme la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn. On peut avoir également des allergies sans le savoir, mais qui est quand même rarement fréquente comme l'allergie au gluten, la fameuse maladie cœliaque, ou alors l'allergie à la caséine. Petite parenthèse sur ces deux allergies-là, Denis Schwender, rapidement, s'il vous plaît. Alors, allergie, non, désolé, c'est intolérance au gluten, mais très souvent, effectivement, on voit allergie. Ou alors intolérance au lactose du lait. Alors, on n'a pas le temps de vous demander tout là-dessus, mais il est clair que si on souffre de colopathie fonctionnelle, donc déclarée par son médecin, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, dans un premier temps, on va donc déjà on regarde si c'est bien, on a bien une colopathie fonctionnelle. Alors, la colopathie fonctionnelle, très clairement, d'un point de vue diététique, il faut mettre en place des conseils hygiéno-diététiques. Souvent, ce sont des gens qui sont très angoissés, très stressés. Où l'intestin, en fait, va s'activer, quoi. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut mettre en place le fameux régime sans résidus. Alors là, tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est que ce régime sans résidus? Moi, le premier, je ne savais pas ce que c'était. Alors, le régime sans les résidus, en fait, on enlève toutes les fibres alimentaires de notre alimentation. C'est-à-dire qu'on enlève les crudités, on enlève les légumes cuits, dans un premier temps, eh oui, on enlève les fruits crus, on va enlever les jus de fruits, parce que alors ça c'est un carnage aussi, on va enlever les boissons gazeuses, on va enlever tous les irritants au niveau de l'alimentation. Donc ça se traduit comment? Concrètement, une journée type, qu'est-ce qu'on fait pour faire un régime sans résidus pendant 15 jours à 3 semaines pour voir si l'intestin répond bien? Il y a une photo avec des œufs, là, des tomates, alors, etc. On va déjà commencer par le commencement, Pascal. On commence par le petit déjeuner le matin. Oui. On va prendre du pain blanc grillé. Surtout pas de pain complet ni de pain aux céréales. On reste sur du pain blanc grillé. On peut mettre un petit peu de beurre dessus, bien naturellement. On met une compote bien cuite, parce que les fibres vont être cuites. Donc, normalement, ça digère mieux. Alors, ça peut être, par exemple, une compote pomme-coin. Et on peut également introduire un yaourt en fonction de voir s'il n'y a pas d'intolérance, effectivement, au lactose. Mais bon, c'est quand même, à nouveau, c'est rare. D'accord ? Ensuite, le repas du midi et du soir va être principalement constitué de viande maigre, viande blanche, ou du poisson maigre, donc c'est-à-dire des volailles par exemple, ou du cabillaud, du colin. Là on voit la volaille. Ouais. On va rajouter des féculents. Alors féculents, on reste bien sur riz, pommes de terre, semoule, blé, boulgour. On enlève tout ce qui est légumes secs, parce que les légumes secs c'est très riche en fibres. Après, on va prendre à nouveau du pain blanc grillé, avec du fromage à pâte dure de préférence. On évite les fromages fermentés. Comté, gruyère, là on peut en consommer. Ça passera, il n'y aura pas de problème digestif. Et on finit le repas par une compote. Et qu'est-ce qu'on boit? De l'eau. On ne boit pas d'eau gazeuse. On ne va pas boire de jus de fruits. Non, mais ça on oublie. Ça va vous irriter les intestins, Pascal. Okay. Donc là, on met en gros au repos les intestins sur une période donnée. On peut également rajouter, pendant cette période-là, il y en a qui le font, on peut prendre comme complément alimentaire des fameux probiotiques qui refont en fait la flore intestinale. D'accord. Et après, dans un deuxième temps, on va commencer à réintroduire progressivement les légumes cuits au départ. Donc ce sont ceux qui sont les moins riches en fibres finalement. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a des légumes cuits, il faut faire attention, comme les choux, choux-fleurs, brocolis, qui fermentent énormément dans l'intestin et souvent, en général, ils font mal au ventre. Attention, j'ai noté, vous me dites, carottes, cuites ou crues? Cuites. Ok. Endives, cuites ou cuites? Cuit. Cuit. D'accord, ok. Courgettes? Sans peau, sans pépins, cuites. Ok. Les aubergines? Cuites, sans peau. Haricots verts? Extra fin. Pointe d'asperges? Ça passe. Blanc de poireau? C'est bon. Fond d'artichaut?
Alors moi, en général, après, c'est en fonction des tolérances de chacun. Ouais. Mais c'est vrai que le fond d'artichaut, des fois, il fermente un peu, il donne des gaz. Alors la petite astuce de grand-mère, quand vous faites cuire vos légumes cuits, mettez en fin de cuisson une petite cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ça facilite en fait la digestion de vos légumes. Et dites-moi, pour les fruits, est-ce qu'il y a des soucis majeurs? Les fruits, il faut mieux rester sur de la banane au départ, effectivement, dans un premier temps, ou alors à nouveau les compotes, ou alors des pommes cuites sans peau, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, tout ce qui va être les fruits crus, là, ça va être bientôt la saison des pêches, des nectarines, ça va arriver. Alors là, ça fait mal, il faut l'éviter. Le petit souci, c'est quand on aime, comme ça, à l'approche du printemps, de l'été, être en terrasse, tranquille, manger des petites tomates, se faire une petite salade de crudité. On peut quand même ou pas? Faut de temps en temps, il faut que ça reste sporadique. Il ne faut pas que ça soit régulièrement parce que de toute façon, un colopathe, il restera toujours colopathe. Après, il peut prendre en complément pour aller mieux, traiter son stress quand c'est un état de stress. Par exemple, faire de la sophrologie, d'hypnose, où ça marche très bien. Mais un colopathe restera toujours colopathe. Allez, pour terminer là, je vous ai mis quelques petits œufs. Moi, ça me fait saliver à cette heure-ci. C'est bon, ça. Alors, les œufs durs, oui, on peut consommer les œufs durs. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, le plus simple, quand on est colopathe, il faut mieux les manger aussi sous forme d'omelette. Ça passe quand même mieux. Mais normalement, les œufs ne posent pas de soucis au niveau digestif, au niveau des intestins. C'est plus au niveau les gens qui ont des problèmes de vésicule biliaire. Ça, c'est un autre sujet. Bon, on va demander conseil quand même à une professionnelle de la nutrition ou faire confiance à un diététicien. Mais avant tout, on consulte déjà le médecin traitant, voire le gastro-entérologue pour poser le diagnostic. Eh bien, super. Tellement super d'ailleurs qu'on va continuer notre aventure. Merci Aurélia pour toutes ces précisions sur le régime sans résidus qui concerne la colopathie fonctionnelle.